Rapporteur de la commission des lois pour 10 minutes. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs, chers collègues, le texte qui vous est présenté porte comme dénomination Parquet européen et justice pénale spécialisée. Je commencerai donc par le titre avec le Parquet européen et disons-le immédiatement, ce sont des dispositions qui sont premièrement prometteuses au titre de la constitution de ce parquet européen et des dispositions qui sont aussi une bonne surprise dans la capacité de transcrire ce mécanisme très original dans notre droit, dans notre institution judiciaire, dans un domaine régalien s'il en est, le domaine de la justice. Alors, pourquoi prometteur ? Parce que depuis bien longtemps, plus de 10 ans, il y a une aspiration à la constitution d'un parquet européen, tenant compte du fait que nombre d'infractions peuvent être transfrontalières et qu'il y a donc un enjeu à avoir une coordination. J'ajoute bien entendu que l'Europe, c'est un marché unique, mais c'est un système juridique et ce sont des valeurs. En bref, c'est un état de droit. Et donc l'émergence de ce parquet européen, dont Madame la garde des Sceaux a rappelé les débuts, émergence qui a été laborieuse, correspond à une vraie attente de la société au titre de cette étape de la construction européenne. Et c'est une étape prometteuse puisque les infractions retenues sont les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, comprendre concrètement la corruption ou les mauvaises utilisations de subventions publiques, et puis toutes les questions de fraude à la TVA. Votre commission des finances connaît les enjeux de ce sujet. On donne traditionnellement, avec toutes les réserves qui peuvent exister, un chiffre de 50 milliards d'euros au niveau des différents budgets européens à cet égard. Et donc le parquet européen sera compétent à partir de fraude, à partir de 10 millions d'euros et à partir du moment où 2 pays seraient concernés. Il n'y a pas création d'une magistrature européenne. Chacun des pays, des 22, puisque ceci a été traité dans le cadre d'une coopération renforcée, va désigner un représentant et la collégialité va fixer les règles du jeu. Un texte qui est une bonne surprise, en ce sens que sa transcription dans notre droit paraissait devoir être complexe. Comment intégrer dans un droit national un dispositif européen ? Mais le résultat est assez réussi en ce sens que le système proposé repose sur la désignation de 2 procureurs délégués européens. En an des plaines, le nombre de dossiers traités devait être de l'ordre de 60 à 100 pour notre pays. Donc 2 magistrats, ça fait entre 30 et 50 dossiers. C'est raisonnable. Ces magistrats sont donc des magistrats français. On est bien dans la souveraineté nationale puisque s'il y avait un désaccord sur le fait de savoir si le dossier relève du niveau européen ou du niveau français, c'est le procureur général près la Cour de cassation qui tranche. Et ces 2 procureurs, et j'accélère, vont enquêter à partir des moyens d'enquêteurs français. S'il y a des mesures qui doivent être prises vis-à-vis du prévenu de type détention provisoire, des mesures dites privatives de liberté, c'est un juge des libertés et de la détention français qui examinera les choses avec l'exercice d'une voie de recours devant la chambre d'instruction de Paris. Et ce sont enfin les juridictions françaises, plus exactement la juridiction parisienne, qui traitera les dossiers en application de notre droit. Pour réaliser ceci, j'en termine sur ce sujet, le parquetier va commencer son travail d'enquête en tant que procureur et il va poursuivre, si effectivement des actes techniques plus précis sont nécessaires, en qualité de juge d'instruction, d'où le statut hybride de ce magistrat évoqué par Madame la garde des Sceaux
tout à l'heure, dans la mesure où il y a des instructions qui sont données par le parquet européen, notre système traditionnel de juge d'instruction ne permettait pas d'être compatible avec ce dispositif, d'où, dans ce domaine, cette situation hybride qui nous a conduit à faire 2 propositions dans le cadre de la commission des lois, une pour préciser le moment où de parquetier il devient juge d'instruction, si vous me permettez cette simplification, et un sujet qui concerne plus les droits de la défense et en particulier l'assistance par acte d'avocat. Donc un volet qui est appréciable et bien traité. Deuxième sujet, les juridictions pénales dites spécialisées. Un mot sur les arbitrages entre juridictions. Un système assez simple qui a été proposé par le procureur général Molins. Priorité à la juridiction spécialisée sur celle de droit commun et priorité à la juridiction de niveau national par rapport à celle qui exerce au niveau territorial. Cette position n'a fait l'objet d'aucune difficulté, que ce soit avec les syndicats de magistrats ou avec les avocats. Même chose sur des précisions concernant la compétence du PNAT, en particulier sur ce que l'on appelle les atteintes graves aux intérêts de la nation, comprendre des affaires d'espionnage. Même chose sur le PNF, qui voit sa compétence être élargie aux infractions en matière d'entente ou d'abus de position dominante. Ce sont des infractions qui étaient pour lui souvent connexes. En ce qui concerne le droit de l'environnement, le texte, même si certains collègues souhaiteront transformer notre débat en une forme de réforme du droit de l'environnement, n'a pas cette ambition. Il intervient sur 2 cadres. Le premier, qui est le fait dédier des juridictions au niveau de chaque cour d'appel à la matière de l'environnement. Disons-le franchement, ce n'est pas une mesure révolutionnaire. Ce n'est pas une disposition qui vise à créer des tribunaux spécifiques en matière d'environnement. C'est une disposition qui vise à affecter dans chaque cour d'appel à un tribunal dit judiciaire dont on peut imaginer que traitant plus de dossiers, il développera une plus grande connaissance de ces matières et nous assurera une plus grande sécurité. Je vois essentiellement cette disposition comme marquant une forme de pédagogie vis-à-vis du monde judiciaire en faisant un focus sur les attentes en matière d'environnement. Par contre, la modification principale dans ce domaine n'est probablement pas celle des juridictions de l'environnement, c'est l'ouverture au droit de l'environnement des conventions dites d'intérêt judiciaire public. C'est un succès, un type de convention qui a été introduit, et c'est pour ça que je me permets de dire à nos collègues du groupe socialiste de ne pas forcément y être défavorables. C'est un de leurs enfants qui a connu une belle prospérité, puisque c'est la loi Sapin II qui a introduit cela dans notre droit fiscal et en matière de corruption. C'est un outil ultra efficace, ultra puissant, puisque à travers cela, vous pouvez imposer à une entreprise, pour des atteintes à l'environnement, d'équivalents, des mesures de réparation qui peuvent aller jusqu'à 30% du chiffre d'affaires. C'est une procédure rapide donnant lieu à une publication sur l'aspect local. Et dernier élément en termes d'efficacité dont ne bénéficiaient pas les mesures de justice habituelles, vous avez ce sont des dispositifs qui sont issus du droit anglo-saxon, mais dont vous avez tous vu l'efficacité en matière de corruption. La dernière affaire concernant Airbus a quand même été très utile pour notre pays. Ce sont des dispositions qui intègrent des programmes dits de mise en conformité, de monitoring, c'est-à-dire au lieu de dire que telle entreprise va être exclue des marchés publics avec les risques que ça représente pour l'emploi, eh bien vous vous dotez les moyens d'aller dans l'entreprise, voir les politiques de sécurité, voir les politiques de formation. Ceci me paraît nous ferait tout à fait adapter. Nous avons apporté quelques amendements de précision. Je termine avec 3 éléments qui relèvent premièrement de 77.1 du Code de procédure pénale. Pratiquement, les parquets sont habitués à faire des réquisitions générales, c'est-à-dire que les OPJ ont leur petit manuel. Ils savent, par exemple, que s'il y a des violences qui sont commises en matière sexuelle, eh bien, on va réquisitionner un médecin. Si, alors que vous êtes en train de faire vos opérations de retrait bancaire, vous êtes victime d'un acte de vol, on va les regarder, les vidéosurveillances. C'est ce que nous prévoyons en acceptant des réquisitions générales, sous réserve
qu'une information soit immédiatement donnée au procureur de la République pour qu'il puisse suivre son enquête. Nous, lors de l'examen des amendements, je vous parlerai de manière un petit peu plus complète de cette peine complémentaire d'interdiction d'accès au transport public, qui est une peine qui intellectuellement est un peu curieuse dans sa structuration, mais dont nous verrons qu'elle correspond quand même à des problèmes pratiques réels et que nous avons un tour de garantie en termes de liberté qui me paraissent la rendre acceptable. Et pour terminer, le sujet des huissiers de justice et des notaires est presque un sujet à part, mais je vous proposerai que nous vous présentons l'arbitrage ou les efforts de conciliation qui ont été les nôtres lors de l'examen des amendements. Merci.